Donc on reprend, on va enchaîner avec le trijumeau. Il s'agit d'un nerf mixte, moteur et sensitif. Aïe. Donc le trijumeau fait deux parties. Les deux nerfs fait une partie sensitive ou une partie motrice. Bien sûr, la fonction sensitive est celle qui prédomine. Le 5 moteur est responsable des mouvements de la mâchoire. Il innerve les muscles masséter, temporal, pterygoïdien. Pour examiner les masséter et le temporal, on demande au sujet de mordre un abaisse langue et l'on tire dessus pour l'arracher. On palpe le muscle pour déceler une asymétrie de la contraction. Les muscles pterygoïdiens déplacent la mâchoire vers l'avant et vers le côté opposé. On demande au malade de déplacer la mâchoire du côté et résister à l'effort de l'examinateur pour le remettre en place. Très bien. Donc on va commencer par le moteur. Le 5 moteur innerve 3 muscles au niveau de la face, au niveau de la tête, je dirais plus. On a les muscles temporaux, les muscles masséter ou les muscles ptérygoïdiens. Les muscles ptérygoïdiens. Il y a une façon de les palper les 3 en même temps. C'est une façon un peu grossière. C'est le fait de mettre les doigts, les 4 doigts, mais les 5, on peut mettre les 5 doigts, d'accord, vous des deux côtés, et on demande au patient en même temps de crisper les yeux, de crisper les sourcils et de mordre et de serrer la mâchoire. Donc nous pouvons palper la contraction des 3 muscles. Donc il faut rechercher une contraction asymétrique. Mais nous allons nous contenter de suivre la méthode à le précis. Le précis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour palper le masséter et le temporal, on utilise un abaisse-langue. On met l'abaisse-langue dans la bouche et on lui demande de serrer. On essaie de tirer ou d'arracher l'abaisse-langue. Si nous arrivons à l'arracher, il y a une anomalie de la contraction. Si nous n'arrivons pas, la contraction elle est normale. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut savoir que le muscle masséter est le muscle le plus puissant de l'organisme quand il est rapporté à son poids. Si on prend les muscles de l'organisme, on fait force musculaire divisée par volume du muscle. Le masséter est le plus puissant. D'accord? Une morsure est l'équivalent de plusieurs centaines de kilogrammes. Une morsure de pitbull, c'est des tonnes. Si un chien vous mord, c'est l'équivalent de tonnes d'un poids de tonnes qu'on met sur votre peau. On dit qu'un pitbull ne lâche jamais une prise avant la rencontre de ses dents. C'est vrai? Non. Je sais pas. J'ai jamais été mordu par un pitbull. Donc, on reprend. Donc, c'est des muscles puissants, d'accord. Pour tester le temporal et le masséter, on prend un abaisse-langue, on le met, on lui demande de serrer, on essaye de tirer. L'abaisse-langue ne doit pas être tirée sans casser les dents au patient. Tout doucement, on essaie d'arracher. Très bien. En même temps, en arrachant, on essaie de palper, on remarque la contraction des muscles. Vous pouvez palper vos propres muscles, vous remarquez qu'il y a une différence, il y a une contraction. D'accord. Les ptérygoïdiens, on demande au patient de tirer la mâchoire en avant, comme ça. On essaie de la faire revenir en arrière, vers le côté, comme ça. Avec le ptérygoïdien, comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. D'accord. Très bien. C'est le 5 moteur. Le 5 sensitif est responsable de l'innervation sensitive de la face par ces 3 branches. Quelles sont les 3 branches? Ophtalmique, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur. Maxillaire inférieur ou mandibulaire, c'est la même chose. D'accord. Maxillaire supérieur, maxillaire inférieur, ophtalmique. Ophtalmique est responsable de la sensibilité des téguments de la partie antérieure du cuir chevelu. Le front, les paupières supérieures, la racine et le dos du nez, les globes oculaires, fibres afférentes et réflexes cornéens, fosse nasale et des sinus. Très bien. On parle ici de la fibre afférente du réflexe cornéen. On va aborder le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, c'est quoi? Le réflexe cornéen, c'est le fait qu'il y ait une contraction des muscles orbiculaires, une fermeture des yeux, une fermeture des paupières, d'accord, suite à un effleurement de la cornée, du globe oculaire, ou là de la cornée, surtout de la cornée. De la cornée. Le test, il se fait sur la cornée, pas sur la sclère. Il faut faire la différence entre la cornée et la sclère. C'est quoi la cornée? La cornée, c'est la...
Voilà, la sclère, c'est la partie c'est la surface conjonctive qui recouvre le blanc de l'œil. Haka. La cornée, c'est la partie qui recouvre la couleur et le noir, c'est-à-dire l'iris et la pupille. Vous avez vu en physiologie humaine, un rappel anatomique. Il y a la cornée en avant, où les fibres du tissu conjonctif sont parallèles. D'accord. Il y a des fibres conjonctives, très bien, des fibres conjonctives qui sont parallèles pour laisser la lumière passer. Et en arrière, il y a la sclère qui recouvre le blanc de l'œil, où il y a des fibres de collagène, des fibres de conjonctive. Ces fibres conjonctives sont croisées. D'accord. Donc il faut effleurer, pas la sclère, il faut effleurer la cornée. Très bien. Il y a des méthodes pour rechercher le réflexe cornéen. D'abord, il faut demander au patient de regarder d'un autre côté, c'est-à-dire que si je prends, il faut utiliser un coton effilé, je me lave les mains, ou bien j'utilise un gant stérile. D'accord. Je prends du coton qui est propre. Bon, je ne vais pas nécessairement utiliser du coton stérile, je peux utiliser du coton propre. D'accord. Je l'effile jusqu'à avoir du coton effilé, et je demande au patient de regarder de l'autre côté, et je viens latéralement avec mon coton, et hop, je touche la cornée. D'accord. Il ne faut pas aller d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a le réflexe à la menace. Sans le toucher. Sans le toucher, nous allons fermer les yeux parce qu'il y a un autre réflexe qui s'appelle le réflexe à la menace. Le réflexe à la menace. Il faut toujours aborder l'œil latéralement. Il faut aborder l'œil latéralement. Très bien. Donc il y a deux faisceaux, deux contingents. Le contingent afférent qui dépend du 5 et le contingent efférent qui dépend du 7, du facial. D'accord? Et c'est le réflexe cornéen qui doit être recherché des deux côtés et qui doit être présent. D'accord? Très bien. Voilà. Donc la sensibilité du globe oculaire dépend de quoi? Du 5. Tout à l'heure, j'avais oublié, pour vous expliquer le truc, la rétine nasale et le champ temporal. Est-ce que vous pouvez appuyer sur votre œil? Voilà. Quand vous faites ça, essayez de faire ça. Vous allez avoir un point noir. Le point noir, il est situé du côté, oui, la partie nasale de votre œil. Ça, vous ne voulez pas faire ça? Essayez de faire ça. Voilà. Donc en obturant la partie temporale, en recouvrant la partie temporale dans notre œil, nous allons avoir un scotum nasal. C'est vrai ou pas? سيدي ما خرجتلكش غطي عبز على عينك صافا خرج لك سكوتوم يخرج لك ان بوان نوار شوفي وين حبيتي يخرج لك بوان نوار خرج سي يخرج سي با غراف non c'est pas grave c'est pas toi le plus non vous avez la Allez, on continue. Le nerf ophtalmique, il est responsable de ces régions. Il faut connaître les régions. Le nerf maxillaire supérieur est responsable de la sensibilité cutanéo-muqueuse dans le territoire suivant: la paupière inférieure, la pommette, les ailes du nez, la lèvre supérieure, les gencives, les dents et le maxillaire supérieur. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, surtout dans les algies du trijumeau, il y a des algies faciales qui dépendent du trijumeau, et selon la localisation de la douleur ou de la trigger zone, vous vous souvenez de la trigger zone, la zone gâchette? La zone gâchette est la zone située au niveau du territoire cutané ou du dermatome du nerf crânien, du 5, et dont l'effleurement provoque la douleur. Et cette douleur qui va apparaître, elle va apparaître au niveau de cette zone gâchette. Je fais toujours la zone gâchette, les algies crânio-faciales. D'accord. Très bien. Non, l'algie. Les algies du nerf trijumeau. Je suis désolé de boire la caisse, mais bon, il faut s'adapter. On continue.
Très bien. Maxillaire supérieur classe, la pommette, nanana, nanana. Le maxillaire inférieur va assurer l'innervation sensitive de la région temporale, de la joue, du menton, de la lèvre inférieure, de la gencive, et la sensibilité générale de la langue. La sensibilité générale. La sensibilité générale. Pas la sensibilité, c'est une fonction sensitive, pas une fonction sensorielle. On parle de sensibilité générale. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne vais pas avoir le goût. Quel goût a le stylo? Le stylo, je vais pas mettre le stylo. Quand je mets le stylo sur ma langue, je sens qu'il y a un poids. Mais je ne vais pas savoir s'il est salé ou sucré. Le stylo, il est comment? Est-ce qu'il a un goût? Il a un goût. Il a un goût. Et comment? Salé. Oui, ça, il a un goût salé. Allez, on reprend. C'est le goût de la sueur, تاع العرق تاع سبعتين touché le stylo. Bref, c'est pas important. L'exploration de la sensibilité, très bien. De la face. Bon, il y a aussi des zones du visage qui ne dépendent pas du 5. La partie postérieure, entre le cou et la tête, elle dépend des racines cervicales. Elle dépend des racines cervicales. Simulation. Oui, si on veut. La partie postérieure, l'extrémité du visage n'est pas innervée par le 5, elle est innervée par des racines cervicales. Très bien. Le réflexe cornéen, on l'a expliqué. C'est bon, on a terminé avec le trijumeau. On va voir comment on l'explore. L'exploration de la sensibilité se fait à l'aide du coton, d'une épingle, du tube chaud et froid. Très bien. Donc, comment on teste la sensibilité? On prend notre patient, le patient est couché ou il est assis. En général, on prend un abaisse-langue qu'on casse. D'accord? Un abaisse-langue qu'on va casser. On va avec l'extrémité cassée, on va l'utiliser pour avoir la sensibilité douloureuse. Donc, on a le coton effilé, l'abaisse-langue cassée, un tube chaud et un tube froid. D'accord? Vous avez utilisé déjà des tubes chauds et froids? Je les ai utilisés une fois. L'examen pratique d'ailleurs. Pour commencer, j'avais utilisé des tubes chauds et froids. Où on dit le patient, on le chauffe. Après, on a le patient, on dit ça, c'est du coton. On dit le coton. On dit chaque chose, il faut qu'il y ait chauffe, les yeux ouverts, conscient. On lui dit ça, c'est du coton. On lui met le tube froid. On lui dit ça, c'est du tube froid. Ça, c'est du tube chaud. Mais ça, c'est la piqûre. Voilà. وما عندي بدي نقول لكم نقول هذه مسه تشكا سخون بارد مسه تشكا سخون بارد toucher piqûre chaud froid toucher piqûre chaud froid puis on lui demande de fermer les yeux et on lui met piqûre chaud froid toucher piqûre de façon bilatérale symétrique de haut en bas. D'accord? Et on va voir s'il arrive à reconnaître les différents stimuli. Il doit reconnaître la nociception, il doit reconnaître la sensibilité épicritique. D'accord? Très bien. D'accord, on teste. Puis on recherche des réflexes cornéens. D'accord? Très bien, on a terminé avec le 5. Donc le 5, il est mixte, il comprend une partie motrice et une partie sensitive. Le facial aussi est mixte. Il est constitué du nerf facial qui innerve les muscles de la face et par l'intermédiaire de Rysberg qui contient des fibres sensitives, sensorielles et parasympathiques. Le 7, moteur. Innerve les muscles de la face et le possier du cou. Le possier du cou, c'est quoi le possier du cou? C'est les muscles qui s'étendent maintenant jusqu'à le téton. Le possier. Comment on arrive à le palper? On demande au patient d'ouvrir la mâchoire et de résister contre notre doigt. En résistant contre l'ouverture de la mâchoire, nous allons ressentir la contraction du muscle possier du cou. Non, le masséter, il est ici. Oui, l'ouverture de la mâchoire, elle dépend du masséter. Mais l'ouverture de la mâchoire est accompagnée d'une contraction du possier du cou. D'accord? Très bien. Le 7 moteur innerve les muscles de la face et le possier du cou. Une lésion du noyau du 7 entraîne une paralysie faciale périphérique
portant sur l'ensemble des muscles de l'hémiface du même côté. L'hémiface atteinte apparaît hypotonique et immobile. Très bien. Il faut savoir une chose. Les nerfs crâniens ne dégusent pas. Les nerfs crâniens ne dégusent pas à part le 4. Le 4 déguste. Donc, le nerf facial. Le nerf facial, c'est un nerf qui est mixte. On est en train de parler maintenant du facial moteur. Du facial moteur. Le facial moteur, il possède deux noyaux. Il y a deux nerfs faciaux. Chacun possède un noyau situé au niveau du tronc cérébral. On est d'accord. Donc j'ai deux hémifaces, deux yeux, donc je vais faire ça, et je vais faire ça. D'accord. Je peux faire ça ou ça, donc les deux côtés. Chaque côté dépend d'un nerf facial. Le nerf facial droit possède un noyau droit. Le nerf facial gauche possède un noyau gauche. Très bien. Le noyau gauche, il possède deux afférences centrales. C'est-à-dire que mes deux hémisphères cérébraux vont envoyer au même noyau gauche. Donc le noyau gauche reçoit deux afférences. Une afférence homolatérale, une afférence contralatérale. On est d'accord? Le noyau droit aussi possède deux afférences. Une afférence homolatérale, une afférence contralatérale. La motricité. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a deux hémifaces. Chaque hémiface possède une fonction de motricité. Chaque hémiface possède un nerf facial. Chaque nerf facial possède un noyau. Chaque noyau possède deux afférences centrales. Une qui est homolatérale et une qui est contralatérale. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, il faut savoir que il fallait l'expliquer en trois mots. La partie homolatérale contralatérale, elle a une répartition maintenant qui est verticale. On va parler d'hémiface on va parler d'hémiface supérieure et d'hémiface inférieure. D'accord? On va faire un peu plus de détails. Il fallait en parler dès le début, ça va marcher. Les muscles de l'hémiface inférieure, d'accord? Leur noyau, il ne reçoit qu'une seule afférence cérébrale. Ou le noyau des parties supérieures reçoit deux. Est-ce que c'est clair? Non. J'ai deux hémifaces. Une hémiface droite et une hémiface gauche. Chaque hémiface possède un nerf crânien, un nerf facial. Les nerfs faciaux ont des noyaux. Maintenant, on va parler de noyau gauche et de noyau droit, mais on va aussi parler de noyau supérieur et de noyau inférieur. Le noyau supérieur droit est responsable de cette partie, de la partie supérieure droite. Le noyau inférieur droit est responsable de la partie inférieure droite. Le noyau supérieur gauche est responsable de la partie supérieure gauche, et le noyau inférieur gauche est responsable de la partie inférieure gauche. Grossièrement, dites-vous qu'il y a quatre noyaux. Un noyau supérieur, un noyau inférieur, les deux sont droite, et un noyau supérieur et un noyau inférieur, les deux sont gauche. D'accord? Pas d'accord? Il y a vraiment un petit peu à l'intérieur. Oui, c'est la répartition des noyaux. Oui, on a des noyaux, ce n'est pas un noyau, c'est un ensemble de neurones dans une distribution. Il ne reçoit pas contralatéral. Voilà, oui. Non, mais il ne reçoit pas le contralatéral, il ne reçoit que le contralatéral. Il ne reçoit pas l'homolatéral et maquage. Voilà. L'homolatéral et maquage. On reprend. Donc, j'ai deux hémifaces, j'ai deux nerfs faciaux. Les deux nerfs faciaux, ils donnent deux noyaux. Ça, deux noyaux, ce n'est pas un seul noyau, c'est des complexes de noyaux. D'accord? Le complexe de noyaux fait deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure reçoit des afférences centrales homolatérales et contralatérales. La partie inférieure ne reçoit que la contralatérale. Il faut schématiser, ce sera mieux. Tu conflictes avec le schéma. Voilà, quelle page? C'est pas du tout joli. Voilà, oui, voilà. Je fais des claps, figure 5, figure 5.
La contralatérale. J'ai deux hémifaces. J'ai deux nerfs faciales. Les nerfs faciales possèdent deux complexes de noyaux. D'accord? Le complexe de noyaux homolatéraux. Disposition verticale. Qui ont une disposition verticale. D'accord? Au niveau de chaque complexe de noyaux, il y a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure reçoit des centres homolatéraux et contralatéraux. La partie inférieure ne reçoit que des parties contralatérales. D'accord? Qui peut me résumer? J'en profite, je regarde et je botte le mot. Chaque nerf facial innerve une hémiface. Chaque nerf facial a un noyau qui reçoit des afférences à partir du cerveau. Oui. Ce noyau a une disposition verticale. La partie supérieure, il y a deux parties, une supérieure et une inférieure. La supérieure reçoit des afférences des hémisphères homolatérales et contralatérales. Excellent. Et la partie inférieure ne reçoit des afférences du cerveau, des hémisphères, que de la partie contralatérale. Très bien, il manque une information. C'est que le noyau supérieur innerve la partie supérieure de la face et le noyau inférieur innerve la partie inférieure. Vous reprenez? Bravo. Est-ce que vous pouvez reprendre? Prince, allez-y, allez, go on. Encore. Allez, on reprend. On est en train de parler des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens sont responsables de la sensibilité ou de la motricité au niveau de la face, au niveau de la tête ou au niveau de tout l'organisme. Les nerfs crâniens possèdent des noyaux. Les noyaux sont situés au niveau du tronc cérébral. On est d'accord? On est en train de parler de la septième paire. La septième paire qui est le nerf facial. On est en train de parler du nerf facial moteur. Le nerf facial moteur est responsable de la motricité de la face. C'est-à-dire que pour faire pour siffler, pour bouger les sourcils, pour faire des grimaces, nous avons besoin du 7. D'ailleurs, vous allez voir, pour l'examen du 7, on va demander aux personnes de faire ça. Bref. Très bien. Donc le 7 il est responsable de la motricité des muscles de la mimique. Très bien. Il y a deux parties au niveau du visage. Il y a une partie supérieure et il y a une partie inférieure. D'accord? Très bien. Les nerfs faciaux vont partir de leur noyau vers les muscles du visage. D'accord? De leur noyau au niveau du tronc cérébral vers les muscles du visage. Mais ces noyaux eux-mêmes vont recevoir des afférences. Ils vont recevoir des fibres nerveuses qui vont venir du cerveau, des hémisphères cérébraux. Ces noyaux sont divisés en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure est responsable de la motricité des muscles de la partie supérieure de la face. Les noyaux inférieurs sont responsables de la motricité de la partie inférieure de la face. Les noyaux de la partie supérieure vont recevoir deux afférences des hémisphères. Une partie de l'hémisphère homolatéral et une partie de l'hémisphère contralatéral. Par contre, les noyaux inférieurs ne vont recevoir qu'une afférence contralatérale. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Sûr. Tu peux reprendre. Vous pouvez reprendre. En anglais. Try, معليش. Ah, c'est pas l'anglais ça. Une partie inférieure. Et les noyaux des parties supérieures à homolatérale et contralatérale. La partie inférieure, c'est Contralatérale. Puis ces noyaux, vont donner naissance en nerfs faciaux qui vont être distribués d'une partie homolatérale vers le muscle de la face. D'accord? Très bien. C'est clair pour tout le monde? Oui. C'est clair? C'est clair? Sûr. Oui. Donc, pourquoi c'est important? C'est important pour faire la différence entre une paralysie faciale centrale et une paralysie centrale périphérique. S'il y a une paralysie faciale périphérique, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte des noyaux ou là une atteinte du nerf lui-même,
Est-ce qu'il y aura une différence entre la partie supérieure et la partie inférieure? Non, ce sera homolatéral. Mais ça, ce sera homolatéral. Les parties supérieures et inférieures seront touchées de la même façon. On est d'accord? Seront touchées. J'aurai une paralysie qui est équivalente en haut et en bas. Parce que c'est le nerf qui est atteint. D'accord? Par contre, si j'ai une atteinte cérébrale, contralatérale, qu'est-ce qui va y arriver? Là, je ne vais pas vous dire contralatérale. Si j'ai une atteinte cérébrale gauche, qu'est-ce qui va arriver? La partie supérieure droite la partie supérieure. Chauffons, moi je vais vous poser des questions. Je vais vous dire quand il y a une atteinte cérébrale gauche ou quand il y a une atteinte cérébrale droite, et vous allez me dire ce qui va se passer au niveau des 4 cadrans du visage. Supérieur gauche, supérieur droite, inférieur gauche, inférieur droite. Si j'ai une atteinte hémisphérique droite, qu'est-ce qui va se passer? Bravo. Voilà. Ou les autres? Très bien. Nine. Conservez le supérieur. Diminuer, oui. Très bien. Parce que c'est très précis. Voilà, bravo. Il faut la partie supérieure aller diminuer parce qu'elle reçoit aussi du contralatéral. Ou le contralatéral, il est atteint. Donc, qui peut reprendre? Aïe. Je connais les 4 parties. Aïe. Si j'ai une atteinte hémisphérique gauche, est-ce que vous pouvez le dire? Non. J'avais dit que j'ai 2 noyaux. J'ai 2 noyaux des nerfs faciaux. Un noyau gauche et un noyau droit. Le noyau droit est divisé en 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Le noyau gauche est divisé en 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure, des 2 côtés, reçoit des hémisphères homolatéraux et contralatéraux. D'accord? La partie supérieure à gauche aussi, elle reçoit de l'hémisphère contralatéral, de l'hémisphère homolatéral. Par contre, la partie inférieure, le noyau inférieur, ne va recevoir que du côté de l'hémisphère contralatéral. D'accord? Très bien. Donc, si j'ai une atteinte du nerf facial, du nerf ou du noyau facial gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une hémiparésie droite. On a droite, atteinte du nerf droit. Une hémiparésie droite qui est équivalente au niveau supérieur et au niveau inférieur. Regarde. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une paralysie. La paralysie, qu'est-ce qu'elle montre? Un effacement du pli nasogénien. Un abaissement de la commissure labiale. Une chute de la paupière et non, pas une chute de la paupière. Il y aura une exagération de la fente palpébrale. La paupière inférieure. Zidou. Très bien, une lagophthalmie, on ne peut pas fermer l'œil parce que les orbiculaires sont atteints. L'impossibilité de fermer l'œil est un signe de Charles Bell. Le signe de Charles Bell, c'est quoi? Quand on demande aux patients de fermer les yeux, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer, puisque il ne peut pas fermer les yeux, on va remarquer ça. L'œil va s'élever et se mettre en dehors. L'œil va se mettre en haut et en dehors. Pourquoi il se met en haut et en dehors? Parce que c'est comme ça, tout simplement. Quand on ferme les yeux, nos globes oculaires vont fuir la lumière. Ils vont s'élever, aller en dehors. La preuve, quand une personne dort, certaines personnes, quand elles dorment, elles ouvrent un peu les yeux. Elles laissent les yeux entrouverts. Qu'est-ce qu'on remarque? Du blanc. Oui. Ça fait là, non? Donc, on va remarquer le blanc. Pourquoi? Parce que nos yeux fuient la lumière. La contraction des muscles et l'orientation du globe en haut et en dehors, elle est normale. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est l'impossibilité de fermer l'œil. Très bien, ça c'est le signe de Charles Bell. Je n'ai pas compris la réponse. Je cherche la réponse de la question. En cas d'atteinte hémisphérique. Très bien, je viens de la dire. En cas d'atteinte hémisphérique gauche, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai du côté gauche, je n'aurai rien. J'aurai peut-être une diminution
de l'accentuation de la contraction. Au niveau gauche, j'aurai en haut une diminution de la contraction au niveau haut, dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, j'aurai une abolition de la contraction. Pourquoi? Parce que la partie inférieure droite ne reçoit que de la partie contralatérale. Donc à droite, en bas, pas de contraction. À droite, en haut, petite contraction. À gauche, diminution de la contraction aussi. Parce que c'est l'ombre latérale de la partie gauche. D'accord? Donc le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une impossibilité, une abolition de la contraction dans la partie inférieure droite. Pourquoi? Parce que la partie inférieure droite, c'est la partie contralatérale de la gauche. Donc la partie inférieure droite ne reçoit que de l'hémisphère gauche. Quand il y a atteinte de l'hémisphère gauche, il y aura abolition de la contraction dans la partie inférieure droite. Par contre, dans la partie supérieure droite, il n'y aura qu'une diminution. Pourquoi il n'y a qu'une diminution? Parce qu'elle reçoit aussi du côté homolatéral. Et quand on va à droite, quand on va à gauche, la partie supérieure gauche, il y aura une diminution de la contraction. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit du côté contralatéral. D'accord? Elle reçoit du côté droit. Et elle ne reçoit plus du côté gauche qui est atteint. Et la partie inférieure gauche, elle reçoit toujours de la partie contralatérale qui est la partie droite. D'accord? Donc, il faut toujours chercher la partie. Quand on suspecte une atteinte centrale, il faut chercher la partie inférieure contralatérale. D'accord? Signe de Charlemagne. Voilà. Un effacement des rides du front, un élargissement de la fente palpébrale avec abaissement de la paupière inférieure, mais supérieure. Impossibilité de fermer l'œil, c'est la lagophthalmie. Un signe de Charlemagne. Une abolition du réflexe cornéen. Pourquoi une abolition du réflexe cornéen? Parce que la compo. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Je crois que pourquoi il est aboli? Très bien, il n'a pas de composante motrice. Effacement du pli nasogénien, chute de la commissure labiale. Le malade ne peut ni sourire, ni gonfler, ni siffler. Le film du possier de Babinski. Le possier du cou ne se contracte pas à l'ouverture contrariée de la bouche. On lui demande d'ouvrir la bouche en la contraignant et il n'y aura pas de contraction du muscle possier du cou. Voilà. C'est-à-dire c'est la paralysie faciale périphérique due à une atteinte du noyau ou bien du nerf. Donc en cas d'atteinte... Donc en cas d'une lésion supranucléaire, elle va réaliser une paralysie faciale centrale. Elle accompagne le plus souvent une hémiplégie. Pourquoi elle accompagne une hémiplégie? La lésion supranucléaire, responsable d'une paralysie faciale centrale, périphérique. Très bien, puisque c'est une atteinte centrale, elle va aussi toucher l'aire motrice primaire. Je vais avoir une hémiplégie. D'accord? Donc, parmi les causes de l'hémiplégie, c'est l'atteinte hémisphérique. Je trouve une atteinte hémisphérique, une atteinte de la capsule interne, une atteinte au niveau de la moelle. D'accord? Pour avoir un syndrome pyramidal. L'essentiel, c'est que la tête, elle est centrale. Ou le fleuron cérébral. D'accord. Donc, elle accompagne souvent une hémiplégie. Elle va se distinguer de la paralysie faciale périphérique par le fait qu'elle respecte le territoire supérieur. En effet, le noyau du facial supérieur reçoit une innervation supranucléaire provenant du cortex moteur des deux hémisphères cérébraux, alors que le noyau du facial inférieur ne reçoit une innervation supranucléaire que de l'hémisphère contralatéral. La paralysie faciale centrale prédomine sur les muscles du territoire facial inférieur. Fais un petit cas de la phrase, elle est plus claire maintenant. Du côté opposé de la lésion, elle respecte les muscles du territoire facial supérieur car ces derniers ont une représentation corticale bilatérale. Il n'y a pas de signe de Charlemagne. Pourquoi? Parce que les signes de Charlemagne dépendent du territoire supérieur. Très bien. Par contre, on ne peut pas trouver de signe de Charlemagne, on va rechercher le signe des cils lents de Souk. C'est quoi le signe de cils lents de Souk? Il n'y a pas d'abolition de la contraction au niveau du territoire supérieur, mais il y aura une diminution de la contraction. Il y aura une diminution. On peut la mettre en évidence par le signe des cils lents de Souk.
Ça vous paraît bizarre, le signe des cils, le long dessus. On va décortiquer, hein? On va l'appeler. Haït, واحد السيد اسمه Souké. Un monsieur, un neurologue, اسمه Souké. Il a mis en évidence un signe. Donc, راح تسيل وراح تسك. واش بقاو لنا السيل لون. وشنو هما لي سيل؟ لي سيل هذوما. Très bien. On demande aux patients de faire ça, de crisper les yeux. غلقهم قد ما يقدر. طبيب غلقهم وطبيب تشفيك. غلق عينيك، زيرهم قد ما عندك. لا زيدي زيرهم زيدي. لي سيل واش يصرى لهم طبيبه؟ يقولوا انفيزيبل. يتخباو كاع. وي كاع يتخباو اللي يقعدوا شويه. يتخباو ولا ما تخباوش. زيدي مليح. مي سيل سون لون. شوفي لي سيل تاعي سون لون. شوفي كيفاش نخباو. شتي تخباو ولا ما تخباوش؟ حوس عليهم. يتخباو. Voilà. Quand il y a une paralysie faciale, il y aura une diminution de la contraction des orbiculaires et on aura des cils qui sont plus longs, visibles ou la plus longs d'un côté. Donc, on dira qu'il y a une diminution de la contraction des orbiculaires et on appelle ça le signe des cils longs de Souké. D'accord? Donc, كي تقول لواحد غمض عينيك غمض مليح صير عليهم bien comme il faut, et تلقيتو بلي les cils sont plus longs d'un côté que l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une paralysie faciale qui n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle est centrale. D'accord? Voilà. N'apparaît pas. ما كاش signe de Charles Bell, ما كاش. Oui. Parce que قلنا بلي il reçoit des deux côtés contralatéral et côté monolatéral. Oui, بس حنا هنا خلاص يبين هنا au niveau des yeux. Pas de signe de Charles Bell, pas de la ophtalmie, يقدر يغلق عينيه بس ما يقدرش يغلقهم مليح. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Vous ne partez pas chez vous cet été? Ah, vous êtes parti l'an dernier? Ouais. C'est cher le voyage. Ouais. Moi j'ai un proche qui est au Congo. Pas au Congo, à la République démocratique du Congo. Connaissez la différence? Comment est la relation entre vous? Bon, vous êtes Ouganda, vous êtes des pays voisins. Ah, Ghana, non. Vous n'êtes pas voisins. Vous avez des limites avec la RDC. Vous n'avez pas, je crois, j'ai oublié. La RDC. Comment elle est perçue comment en Afrique centrale, la République démocratique du Congo? C'est un pays développé, sous-développé. Vous, en tant que... Non, la RDC. Vous, en tant que Ghanéen, comment vous regardez la RDC? Pardon? Je veux dire que la RDC, la République démocratique du Congo. Pardon? Dia Congo. Vous l'appelez comme ça, Dia Congo. La Dia Congo. Comment vous la regardez? Est-ce que vous pensez que c'est un pays sous-développé ou bien plus développé que vous? Sous-développé. Vous ne partez pas là-bas, vous la fuyez. Un peu. Et le Congo? Et le Congo? Un peu plus développé. Il y a le Congo Brazzaville, vous connaissez Brazzaville, et la RDC Kinshasa, c'est la capitale de... Je ne sais pas, c'est pas grave. Bekri c'était un seul... Non, Bekri c'était Zaïre, le Zaïre. Vous connaissez le Zaïre? Le Zaïre, dans les années 1970 ou dans les années 1980, le Zaïre a changé de nom. C'est devenu la République démocratique du Congo, qui est un pays voisin du Congo. Le Congo, sa capitale, c'est Brazzaville, et la République démocratique du Congo, sa capitale, c'est Kinshasa. Et très dernièrement, si vous avez suivi les informations, il y avait une épidémie d'Ebola à la RDC. Ils vont déclarer qu'elle est anéantie, qu'elle est terminée. Et on avait établi un nouveau programme de vaccination, la vaccination en anneau. Ah, vous devez suivre ça. Non seulement c'est un pays voisin de chez vous, mais en plus, vous êtes un praticien de la santé. Il faut suivre ça.
ما على بالي لا. Oui, c'est ça, à cause de cette maladie. Ah, je pense pas كان حيدير لكم difficulté ما عندهمش استعاد. Parce qu'ils ont préparé pendant dernièrement. Et après, il y avait la maladie. Ah bon? Voilà. Peut-être, je ne sais pas, merci. Donc voilà. C'est important. Surtout pour Ebola parce qu'on va trouver des vaccins. C'est un vaccin expérimental canadien qui a été utilisé, qui est apparemment efficace. Hein? C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc on fait des choses en Algérie. Je suis yab, ça on fait. La paralysie faciale centrale, blablabla, bla, 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 il n'y a pas de signe de Charles Bell, mais il peut y avoir un signe ici le long de Souké. Il y a une guerre civile là, au Congo, à la République démocratique du Congo. Il y a une guerre civile qui dure depuis. Chez le malade dans le coma, la paralysie faciale centrale est mise en évidence par la manœuvre de Pierre-Marie et Foy. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comprimer ou là, on va créer une pression sur le nerf facial en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur. Elle va entraîner une grimace du côté sain. D'accord. L'intermédiaire de Risberg possède trois. Oui. Oui, il y aura une grimace du côté sain. Ou de l'autre côté, il n'y aura pas de grimace. L'intermédiaire de Risberg possède trois fonctions. La fonction sensitive, il faut faire la différence entre une fonction sensitive et une fonction sensorielle. Quand on dit sensitive, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité. Quand on dit sensorielle, c'est-à-dire qu'il joue le rôle d'un organe de sens. Comme la gustation, c'est une fonction sensorielle, pas sensitive. D'accord? La fonction sensitive, il assure la sensibilité de la zone de Ramsay-Hunt, qui comprend le pavillon et le conduit auditif externe. Ça. Donc vous demandez au patient de fermer les yeux, et vous prenez une tige ou du coton et vous le mettez ici. Et vous lui dites est-ce que vous ressentez quelque chose. Il doit ressentir le coton ou bien l'épingle. D'accord? Cette zone, sa sensibilité cutanée n'est pas assurée par le trijumeau. Elle est assurée par le facial, par l'intermédiaire de Risberg qui fait partie du facial. D'accord? Donc la septième paire, elle possède deux parties. Elle possède le 7 moteur et l'intermédiaire de Risberg. C'est l'intermédiaire de Risberg qui est responsable de cette sensibilité. D'accord? On dit que le facial est mixte. Il est mixte, oui. Une fonction sensorielle, il est responsable de la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue. La patiente تعرف l'examen بديت لها الماء والسكر. قلت لها واش ما قالت السكر. عمرته لها بالسكر خفت ما تدوقش مليح. Une fonction sécrétoire. Les fibres sécrétoires هي parasympathique. Non. تقول سقسيت على لي زونتيسيدون بصح ما يدير لها والو. واش حيدير لها السكر؟ شويه ان شاء الله. واش خفتي ديرها اون هيبرغليسيمي ولا اون هيبوغليسيمي واش خفتي ديرها؟ اون هيبرغليسيمي بهذيك شويه تاع oui non mais واش حيدير لها une hyperglycémie. Une hyperglycémie pour qu'elle constitue une urgence, il faut qu'elle soit supérieure à 6 grammes par litre. باش نبداو ندخلوا في لو كوما hyperosmolaire والدنيا sinon ثلاث طبيبه خلاص قتلتها لا باسيون ديجا هي هذاك النهار ما تقول لي وجعتنيش جامي قال لي باسيون وجعتني قالت لي قدام ليكزاميناتريس وجعتنيش حتى قلت لي وجعتني. Il est responsable de la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue. طبيبه ما تقولكش اسماء ايت سعيد. تعرفي اسماء ايت سعيد تقرا معاكم في لا برومو تعرفي ما تقولكش تتشابهوا شويه يتشابهوا لا راح بعدا قال لها قال لك يزيد تشبهي لي بصح تتشابهوا on dirait des sœurs. Oui, merci. Voilà, donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez été cité et joyeux anniversaire. Inch'Allah, le 22 juillet. Bon, voilà, on sort du sujet. On reprend. T'as belle là? Voilà. Une fonction sensorielle,
Une fonction sécrétoire, c'est quoi? Les fibres parasympathiques cheminent dans l'intermédiaire de Rysberg et vont innerver les glandes lacrymales, les glandes de la cavité nasale et les glandes salivaires, sous-maxillaires et sublinguales. Attention, sous-maxillaire et sublinguale. Pas parotidienne. Les parotidiennes dépendent du nerf, du glossopharyngé. D'accord? Parotidienne, elle dépend d'un autre nerf. Donc, on lui demande si il larmoie normalement, s'il peut verser les larmes, il a une effluxile normalement, s'il y a une sécheresse de la bouche, des cavités nasales, d'accord, ou une impossibilité de larmoyer, il y aura une atteinte à l'intermédiaire de Rysberg. C'est ainsi qu'au cours d'une paralysie faciale, on peut observer, en plus des troubles moteurs déjà décrits, une agueusie, terme antérieur de la langue, une hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt et un tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires. Voilà, on a terminé avec le 7, le 8 de cas. Allez, on a encore du temps. Si on commence à comprend en fait deux nerfs, le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. Le nerf cochléaire ou le nerf de l'audition. Une anomalie de ce nerf peut entraîner des acouphènes. Toujours, on est en train de chercher les signes fonctionnels. Donc on recherche, la séance prochaine ce sera mardi. Qui viendra mardi? Mercredi. Qui viendra mercredi? Pas sûr. Alors, j'attendais votre réponse. Oui? Non. Mais donc, vous? Allez, c'est pas grave. Vous? وش تريد بتطلع شوط بالحق؟ سيزي permettre. Donc l'utilise la chose. Vous viendrez. Ça vous plaît? Ah mais c'est bien. D'accord. طبيبة بالك تجي ولا تجي تطلعش؟ non. باش نقول لكم برك باللي نعم. Oui, on est enregistré. تجيبوا واحد فيكم يجيب سيغي فيرت هكا ماشي كاع شكون يجيب سيغي فيرت باش يجي كم تردو لي يكون قريب كامل خلاص جيبوا نتوما زوج جيبوا لي سيغي هكا جيبوا لي سيغي فيرت هيا on continue là très rapide là bon la prochaine séance ce sera plus rapide اليوم صح on est encore en train d'organiser على بها ce sera plus rapide inchallah. هيا le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. Le nerf cochléaire, il va entraîner des acouphènes. Les acouphènes, c'est des signes fonctionnels. Les acouphènes. Qui sont des bourdonnements. Qu'est-ce que les acouphènes? Des bourdonnements, des sifflements. Oui. En cas d'atteinte vestibulaire. Une différence de pression, oui. Oui. Oui, flévol ou la quintologue, très bien, Zidou. L'hypertension artérielle, attention. Il y a une différence de pression entre les deux côtés le tampon, d'accord? Tu me donnes des acouphènes. Oui, on va, très bien, via la trompe de Stache, on va vider l'oreille moyenne. En cas d'hypertension artérielle, attention, les acouphènes, il ne faut pas passer devant des acouphènes. Il dit quand même pas qu'il y a des acouphènes, des céphalées et prise de tension. Bon, la prise de tension elle doit être obligatoire normalement devant chaque patient. Les acouphènes, troubles de fonction, troubles des céphalées, des troubles de l'équilibre, il faut penser à l'hypertension. Bourdonnement, sifflement, une hypoacousie, une diminution de la sensibilité auditive. Très bien. Il sera exploré cliniquement par l'épreuve de la voix chuchotée et des épreuves au diapason. Il y a une double épreuve de la voix chuchotée. Épreuve de la voix chuchotée qui peut être remplacée. C'est un peu la voix chuchotée, on évite. Chuchoter au fil le patient. On utilise les doigts. Le hijab, si la patiente porte un foulard. Ou là, le tic-tac du montre. Le tic-tac du montre. انا جامي سمعته ما سمعوش لازم فريمون تحطوا روحكم في السكات وتبداو on utilise le frottement تاع les doigts هكا
نديروا له هكا نقولوا له غمض عينيك et on commence à comment ça s'appelle à frotter les doigts d'un côté et de l'autre نقولوا له منك تسمع نقولوا له كيما عندنا ماشي هكا واحد تسمع هنا ولا هكا واش يا باش نفهم très bien وهكا 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 les deux. très bien voilà c'est comme ça que ça se fait d'accord les épreuves au diapason donc on a deux épreuves on a l'épreuve de Riené et l'épreuve de Weber donc Weber ou le Riené Dobrine parce qu'elle est un peu plus complexe. Weber ça. Bon, comment ça se passe au niveau de nos os? Une oreille externe, le pavillon conduit auditif. Maintenant l'oreille moyenne. Maintenant l'oreille interne. D'accord? D'accord. Très bien. C'est quoi le principe de la physiologie auditive, la physiologie de l'audition? C'est que je suis en train de parler. En parlant, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai des cordes vocales qui sont ici, qui sont en train de bouger, et selon leur mouvement, selon l'espace laissé entre les deux cordes vocales, je vais avoir différents diamètres. Selon ces diamètres, je vais avoir des sons. Je peux avoir un son grave, je peux avoir un son aigu, d'accord? Je peux avoir un son aigu, un son grave. Je ne vais pas vous faire de l'opéra en tout cas, mais pour ça, la voix s'entraîne. On peut travailler sa voix. Je peux imiter plusieurs voix. Donc la voix se travaille. Et vous, selon les vibrations produites par moi-même, vous allez avoir une certaine longueur d'onde. La longueur d'onde des bruits, c'est quoi le bruit en fait? C'est des particules, les particules d'air qui sont en train de bouger. Je suis en train de les tétiller. Au moment où ils vont bouger. Maintenant, elle arrive au niveau, très bien, de proche en proche, jusqu'à ce que l'onde arrive au niveau du tampon. Le tampon va vibrer à la vibration de ces ondes. En vibrant, il va. La chaîne des osselets. Très bien, il va faire bouger la chaîne des osselets. La chaîne des osselets va transmettre le message vers la cochlée. Très bien. Au niveau de la cochlée, qu'est-ce qu'il y aura? Au niveau de la cochlée, il y aura une transformation du message ou du message Vibratoire. Du message mécanique, c'était de l'air, bon, c'était des vibrations. Ensuite, c'était des mouvements mécaniques des osselets. Et là, ça va devenir quelque chose de électrochimique. Ce sera des mouvements d'ions, c'est de la chimie. Il y aura une transmission des signaux nerveux, c'est de là, c'est électrique, et il y aura une perception de la voix. Et on aura une perception du son. Très bien. Donc, on a deux types de surdité. Il y a une surdité de perception et une surdité de transmission. La surdité de transmission concerne l'oreille externe et l'oreille moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la transmission du message mécanique vers l'oreille interne. La surdité de perception, c'est une anomalie au niveau de la cochlée ou du nerf auditif. C'est une anomalie de la perception de ce message. De la réception de ce message. Voilà, très bien. Donc on a deux types de surdité. Une surdité de transmission, ça concerne tout ce qui est mécanique, moyenne et externe. Ou là, une surdité de transmission de l'oreille externe et perception c'est l'oreille interne. Un bouchon. Ce sera quelle surdité? De perception ou de transmission? De transmission, très bien. Par contre, une personne qui a un tampon, perforé. Très bien, c'est toujours la transmission, oui, parce que le message, la chaîne des osselets. Tampon perforant, on peut vivre avec. Tant pas celui on l'aura venu pour causer, c'est comme une semaine. Les enfants qui s'accordent une otite. Otite, tu perfores la tampon. Donc, tu as des connaissances اليوم عندك تزيدي تقرأي oral, زيدي نقراكم. تزيدي تقرأي oral, vous allez vous retrouver في البوكس تاع pédiatrie en tant qu'interne, ويجيك بالتامبون perforé, وتمدي له الدواء ويروح للدار. Voilà. C'est pas. Ça fait peur, un tampon. خفتي. Faut pas avoir peur. دخلتي البلوك طبيبة. ماكش حابة ديري الشيروجي.
هاد الصفر راح يدخل كاش خطره مور ما نخرجوا من هنايا نضرب شي فرق بافو ال وي عندها التر جيبي معاك توني بلوك هاكا هبط لتحت النيغوشير قولي له كي تجي تلقاي واحد الريزيدون مسكين يجري 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 مساكن غير يجريو قولي له نطلع البلوك يقول لك روحي خلاص تيتند vous avez tout le monde au droit entrez au bloc ça peut vous intéresser celui qui va entrer au bloc يروح للقبه ثاني في السيرجي في سيغال تما كيخليو لي زيكستان يدخلوا سي تري انتيريسون مع دكتور سعودي. On reprend. Très bien. Donc, surdité de perception, surdité de transmission. Donc, j'ai deux épreuves. J'ai les épreuves au diapason. Il faut combiner les deux pour savoir si c'est une surdité de perception ou une surdité de transmission. Très bien. L'épreuve de Riney, c'est quoi? L'épreuve de Riney, je vais vibrer le diapason. T'as fait le diapason? Là, je vais vous montrer un diapason. Tuning fork, yes. Voilà. Écoute-moi. Une surdité de transmission. En fait, il est utilisé pour le diapason. Alors, bien sûr, le diapason est utilisé par les musiciens pour régler leur appareil de musique. D'accord. Pour, comment ça s'appelle? Pour régler la... Ça va avoir un violon. Là, il règle la fréquence du diapason. Ah, c'est bon. Ça, c'est un diapason. Il peut être utilisé pour régler un instrument de musique, mais il ne peut pas être utilisé pour réaliser l'épreuve de Riney. D'accord? D'accord? Et l'épreuve de Riney, qu'est-ce qu'on va faire? On va frapper le diapason et on va placer son pied au niveau de la mastoïde. On commence par le placer au niveau de la mastoïde, le pied au niveau de la mastoïde. Il faut savoir que normalement la transmission aérienne, la sensibilité là, elle est plus longue que la transmission osseuse. La transmission osseuse est censée disparaître avant la transmission aérienne. La transmission osseuse est plus rapide, oui. On met le pied du diapason derrière. Pourquoi ne pas mettre la tête du diapason? Je vais vous dire نسبها ليه الدوكاتو ما عنديش الحلوة سي فاسيل على خاطر سي لي دو تيت دو ديابازون كي فيبر لو كان حطهم يحبسوا يولي ما يفيبريش تو سامبلومون انا ديجا لا تيت je prends un diapason je le frappe il y aura une transmission des vibrations et quand je mets la tête il y aura le diapason va continuer à vibrer il va continuer à transmettre une transmission. Par contre, si je prends le diapason de sa tête et je le mets ici, les vibrations vont s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher. D'accord. Donc je le mets ici et j'attends. Je lui dis, monsieur ou la madame, vous êtes en train de percevoir quelque chose. Vous ressentez la transmission. Il me dit oui. Je lui dis, quand vous ne sentez plus, vous me le dites. Vous me le dites. Comme je me le diapason, sans le refrapper, vous le mettez dans le pavillon de l'oreille, vous mettez la tête, pas le pied. Très bien, donc j'ai besoin des vibrations. J'ai besoin de la transmission des vibrations, pas dans le pied, dans l'air, pour avoir la transmission aérienne. Et je vais avoir une continuation de la sensation. Voilà, chez une personne normale. Chez une personne qui est atteinte. Bon, comme on l'appelle, c'est le Riney positif. Le Riney, il est positif. Le Riney est positif. La transmission aérienne est supérieure à la transmission osseuse. D'accord? Le Riney est positif. Positif. On vérifie, normalement, d'accord. Il est positif. La transmission, le Riney est positif. D'accord? Très bien. Donc,
Supposons qu'il y ait une anomalie de la transmission, de la perception. La transmission, je veux transmission. Transmission. Oui, voilà. En cas de surdité de transmission. En cas de surdité de transmission, le rapport va s'inverser ou s'annuler. Mais s'il s'inverse ou s'annule. L'essentiel c'est que je mets le diapason ici. Quand ils ne sont plus, j'enlève le diapason, je le mets devant le pavillon de l'oreille, il ne devrait rien sentir. Maintenant, la sensibilité aérienne a déjà, la conduction aérienne a déjà disparu. D'accord? Donc, est-ce qu'ils sont égaux ou là si elle est moindre? La transmission aérienne, si elle est moindre que la transmission osseuse. L'essentiel, c'est qu'en enlevant de la mastoïde, en la plaçant sur le pavillon, il n'y a pas de transmission. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Là, je dirais qu'il y a que le pavillon est. Comment ça s'appelle? Que le rhiné est négatif. Voilà. Très bien. Allez, on reprend. J'ai pris un diapason, je le fais vibrer. Je le mets ici. Donc j'ai deux choses à calculer. La première chose, c'est de calculer le temps, la durée de la transmission osseuse. D'accord. La durée de la transmission aérienne. La durée de la transmission aérienne, c'est quoi? C'est la durée de la transmission osseuse plus le plus. Alors j'ai vibré le diapason. Il a entendu. J'ai enlevé et j'ai mis devant le pavillon de l'oreille. J'ai mis ici, ça a duré 5 secondes. Puis j'enlève. D'accord. Je mets la tête devant le pavillon de l'oreille et j'aurai encore 3 secondes. Je dirais que la transmission osseuse est de 5 secondes et que la transmission aérienne est de 8 secondes. Vous savez, d'accord? La transmission aérienne est plus longue. Je peux dire, par exemple, ils ont vibré au début, on a fait le pavillon de l'oreille, ça aurait duré 8 secondes. D'accord? Donc la transmission aérienne est plus longue. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsqu'il y a une surdité de transmission, je vais frapper le mètre ici, je ne vais retrouver que 3 secondes. Et en le mettant devant le pavillon de l'oreille, je ne vais rien avoir. Je vais dire que le rhiné est négatif. Il est négatif. Très bien. Par contre, lorsque je frappe le diapason, je le fais vibrer, je le mets sur la mastoïde et j'ai une sensibilité j'ai une durée qui est diminuée. Même ça. Très bien. Je l'enlève et je le mets devant le pavillon de l'oreille, j'entendrai encore quelques secondes. C'est-à-dire que la durée, elle est diminuée. Elle est diminuée dans les deux temps, la conduction aérienne et la conduction osseuse. Elle a une surdité de perception. Et le motif de rhiné est latéralisé positif. Je reprends tout. Vous n'avez rien compris, je reprends tout. Vous vous concentrez avec moi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, tu fais le porte-monnaie. Très bien, on continue très rang. comme ça. On termine en 16. On se connaît. Calitus, t'as pas déjà là, le calitus, c'est le calitus. Non, pas calitus. Déjà, on va le savoir. مش هيك عملت حواش وبعد قريبة الكاليتوس. ما هو الكاليتوس قريبة. معلش. Vous êtes libre dès 15h30 ou la 15h. هي انتم تقولوا vous allez utiliser un moyen de transport en commun. وكيفك؟ تكون بعيد عليك. Allez, je ne vous demande pas de donner de prétexte. Allez, on continue très rapidement. Je vous taquine. Je reprends, c'est important. شكون كان فاهمها في العام؟ شكون فاهمها دوكا؟ انت يا شاطر. Encore. لازم تفهموها, c'est important. L'épreuve de Rhiné. On prend un diapason, on le fait vibrer. Chez une personne normale, quand je prends un diapason et je le fais vibrer, je le mets sur la mastoïde, ça dure quelques secondes. Je m'enlève, je le mets sur le pavillon, ça continue encore quelques secondes. Très bien. Si ça dure moins
dans l'os. Hakda. Et quand j'enlève, je n'entends rien au niveau du pavillon de l'oreille, c'est-à-dire que les deux ont diminué et que l'aérienne a diminué beaucoup plus que l'osseuse. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux dire que c'est une surdité de transmission. C'est une surdité de transmission. D'accord? Par contre, si les deux sont diminués, sans inversement, c'est-à-dire que j'aurai une diminution de l'osseuse, une diminution de l'aérienne, et puis l'aérienne sera encore plus longue que l'osseuse. Et là, c'est une surdité de perception. On va essayer d'expliquer pourquoi. Dans la surdité de transmission, pourquoi il y a un inversement? L'osseuse devient plus longue que... Parce qu'on passe pas par l'oreille interne, moyenne et externe. Excellent. Dans l'atteinte de la surdité de transmission, l'obstacle est situé au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le contourner. C'est-à-dire que le son, il avait deux chemins. Soit il va de l'air, il entre vers l'oreille et il part. Je ne vais pas utiliser ce chemin, je vais utiliser un autre chemin. Je vais passer par la mastoïde, ensuite vers l'oreille interne. D'accord? Je vais contourner l'obstacle. Donc la transmission aérienne. La transmission aérienne, c'était un long chemin. Il devait passer par l'oreille externe, par l'oreille moyenne, où l'air il transmet les vibrations plus lentement que l'os. L'air transmet les vibrations plus lentement que l'os. Donc la durée de la perception, elle était plus longue. Là, c'est une durée, mais c'est une vitesse. Attention, c'est une durée. C'est une durée, pas une vitesse. Maintenant, l'oreille, quand il y a une transmission aérienne, elle est plus longue. Parce que les vibrations sont plus longues et parce que le chemin est plus long. D'accord? Très bien. Par contre, quand je la mets dans l'os, elle va être directement transmise. Est-ce qu'on est d'accord? Quand il y a une anomalie de la perception, non, de la transmission avant, le son ne passe pas quand j'utilise la voix normale. Et donc j'aurai une transmission aérienne ou une conduction aérienne qui est diminuée. Elle sera tellement diminuée qu'elle sera encore plus diminuée que celle osseuse. D'accord? Donc j'aurai un inversement du rapport. C'est clair? Par contre, si j'ai une surdité de perception, c'est une surdité à l'intérieur de l'oreille. Maintenant, je ne vais avoir conscience de cette surdité qu'après tous les trajets, que ce soit le trajet osseux ou le trajet aérien. Donc, que le fait que j'utilise le trajet osseux ou le trajet aérien, ça n'aura pas de différence. J'aurai la même perception. La durée sera diminuée dans les deux temps, que ce soit le temps osseux ou le temps aérien. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire l'épreuve de Riemann, c'est clair? L'épreuve de Weber, c'est quoi? L'épreuve de Weber, je prends le diapason, je le fais vibrer et je mets son pied toujours au niveau de la voûte, ou là au milieu du crâne. D'accord? Au milieu du front ou là dans le sommet. D'accord? Normalement, j'ai une sensation un peu partout, les deux côtés. Chez une personne normale. Chez une personne normale, j'aurai une perception des deux côtés. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas ça. J'ai une allergie. Je lui obstrue une oreille. Et là, il va sentir les perceptions du côté obstrué seulement. Pourquoi? Parce que la transmission sera faite de l'os seulement, et non pas de l'air. Parce que en fermant, en lui obstruant l'oreille, j'ai créé un espace physique. J'ai créé de la matière dans laquelle les vibrations peuvent se transmettre. Donc, le vide, les vibrations. Donc, ils vont aller dans le côté obstrué. Quand j'ai une surdité de transmission, un bouchon, un corps étranger, d'accord? Quand je mets la vibration, il y aura perception du côté atteint. Pourquoi du côté atteint? Parce que l'obstacle va créer un espace physique qui va attirer les vibrations. Ou les vibrations, pour qu'elles arrivent vers lui, elles doivent passer par l'oreille interne.
كنتي فهمتها؟ واحد الحلقات مع الريزوني comme une maison fermée. ايه Quand vous parlez, ça remplit oui. Eh. Ou pourquoi quand il y a surdité de transmission, alors c'est le côté atterri, c'est le côté atterri, je sais pas. c'est comme une maison fermée, comme ça, on peut descendre, on entend du côté. Ça n'explique pas la chose. Les vibrations, ils me chauffent là-haut, ils me chauffent là-bas. Bikini les cowboys, voilà, les cowboys. Il faut les cowboys. Vous connaissez les cowboys? Ah, fait les cowboys, non, où sont les cowboys? Où sont les cowboys? C'est une bonne Les cowboys. هذاك le chapeau. Les films western. Très bien. Vous connaissez les films western? Je ne sais pas. Le shérif. Vous connaissez Indiana Jones? Indiana Jones, c'était pseudo-cowboy. C'est un cowboy, mais ça ne pas ça. Bref, c'est pas. Les cowboys, les vrais cowboys, tu as compris? Non. Non. Ils allaient dans le chemin de fer. Ils allaient le rayon. Le chemin de fer du train. Et ils mettaient leur oreille sur terre. Pourquoi? Pour savoir si un train arrivait. Ah, pourquoi? Parce que ils pouvaient entendre le train arriver est-ce qu'ils pouvaient entendre le train arriver Non. C'est pourquoi ils mettaient leur oreille sur terre pour entendre les vibrations. Voilà. Donc, les chemins de fer et la terre créaient un espace physique à la vibration pour qu'elle soit transmise. C'est pour cela que les vibrations sont mieux transmises, flossent, ou fait l'espace, ou quand il y a de la matière que quand il y a de l'air. On est d'accord? Le son est mieux transmis dans l'espace physique. Le téléphone, c'était ça le principe terre. Le premier téléphone, vous savez, inventé le téléphone, Ben. Voilà. Est-ce que c'est clair? Très bien, donc on a besoin de matière pour faire une transmission. Donc quand il y a une surdité de transmission, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon. Et le bouchon, c'est quelque chose qui obstrue l'oreille. Quand il obstrue l'oreille, il va créer une matière dans laquelle les vibrations vont se transmettre. C'est pour cela que lorsqu'il y a une surdité de transmission, qu'on frappe le diapason, qu'on teste par le test de Weber, il y aura une sensation du côté atteint, pas du côté sain. D'accord? Ah, la grande maison. Non, ça peut être juste, je suis désolé. Si tu es prof, je n'ai pas vraiment essayé de comprendre. Vous avez parlé d'une grande maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le meilleur exemple. Quand on déménage, la maison elle est vide. Quand on parle, ça résonne. Ça résonne, c'est de l'écho. Oui. C'est parce qu'elle est fermée quand. Elle est fermée, Par contre, on n'entend pas. Quand c'est fermé, ça résonne. Non, ça résonne quand c'est vide. Ou ça résonne quand on est barra. Est-ce que je Tarzan 2, le film Tarzan صغير كيكون كاين واحد le roi تاع la forêt ويعيط زوغور ما ديرها. Donc l'écho n'a pas besoin de faire quelque chose de fermé. كي نعيطوا في الجبل il y a de l'écho. Ça alors. Donc ça tient pas. Est-ce que vous avez compris? À l'épreuve de Weber, on reprend très rapidement. Le diapason est placé sur la ligne médiane du crâne. Chez les sujets normaux, la perception est localisée au milieu ou également des deux côtés. Et lorsque l'on obture un conduit auditif, la perception se déplace vers le côté occlu. Parfait. Si le sujet présente une surdité de transmission d'un côté et une acuité normale de l'autre côté, il entendra le diapason de l'oreille malade. On dit que le Weber est latéralisé et positif. Par contre, s'il a atteint une surdité de perception d'une oreille, c'est l'oreille saine qui entendra le son. On dit que le Weber est latéralisé et négatif. Est-ce que c'est clair? Quand il y a une anomalie de perception, mais quel que soit X. Quand il y a une anomalie de transmission et qu'on vibre, il va entendre du côté malade. Pourquoi? Parce que cette surdité de transmission, c'est en fait quelque chose de mécanique qui a créé de l'espace dans lequel les vibrations vont se transmettre. D'accord?
Donc, on aura deux types de surdité. Deux types de surdité, une surdité de transmission, une surdité de... Donc, كي راح نقول لكم قولوا لهم هذاك اللي شدنا اليوم واحد الصامت وما خلانيش نروح وانا على بها جيت غطاق ما تسبيني حتى تبع 4 ساعات تسبي فيهم ما تشربي قهوه ما تكلمي. Une surdité de transmission par obstruction de l'oreille externe, bouchon de série humaine. Les bouchons, attention, une autre parenthèse. Les bouchons, il ne faut pas toujours essayer de l'enlever. Il ne faut pas s'acharner à se nettoyer les oreilles. Il y a plus d'une centaine d'insectes qui entrent dans notre corps par effraction par année. Même tia. تدخل لكم الحشرات في l'organisme تاعكم. Donc le bouchon de cire humaine, une des fonctions théoriques, c'est qu'il protège notre organisme contre. Il y a une patiente qui a un cafard. Minifa, 200 000. Voilà. Donc il faut les conserver. Et un bouchon de cire humaine, bon, on se nettoie les oreilles. Le cire humaine, une fois tous les 15 jours. Ça, très bien. La surdité de transmission par obstruction de l'oreille externe ou par une atteinte de l'oreille moyenne. Perception de la voix haute peut diminuer. Perception de la voix chuchotée fortement diminuée. Le rhiné, il est négatif. Pourquoi il est négatif? C'est une surdité de transmission. Pendant le rhiné, il est positif. C'est une surdité de perception. Très bien. Le Weber, il est positif. Latéralisé positif. Donc, à la surdité de perception par lésion du nerf auditif ou de l'oreille interne, perception de la voix chuchotée et de la voix haute et chuchotée diminuée, mais il n'y a pas d'importance si la voix est diminuée ou haute, il y aura une anomalie de la perception. Le rhiné est positif et le Weber est latéralisé et négatif. Donc, le rhiné, il est négatif quand il y a surdité de transmission. Il est positif quand il y a surdité de perception. Le Weber, c'est l'inverse. Il est positif quand il y a anomalie de transmission, ou il est négatif quand il y a anomalie de perception. Voilà. Le nerf vestibulaire. Bon, on a terminé avec le cochléaire. Vous pouvez passer, si vous voulez disposer, vous pouvez. D'accord, comme ça. Le nerf vestibulaire et le nerf de l'équilibration, dont l'étude sera détaillée dans le chapitre 7. Le chapitre 7, le glossopharyngien. طبيبة قلت لك كي تحبي تروحي روحي vous êtes libre. D'accord. Bon courage. Le glossopharyngien. Le glossopharyngien est un nerf mixte. Il contient des fibres motrices, sensitives, sensorielles et végétatives. Allez, on commence par la fonction motrice. Les fibres motrices ont une origine, bien sûr. Les fibres motrices ont une origine et une distribution commune avec celle du 10. Les fibres motrices se distribuent en muscles stylo-pharyngiens et contribuent avec celle du 10 à l'énervation du voile du palais. Bon, on parle comme ça. Le 9, le 10 et le 11. Le 9, le 10 et le 11, comment ça s'appelle? Le 11 médulaire. Parce qu'il y a le 11 médulaire. Non. Comment ça s'appelle? Le 11, quand il y a le 11 spinal ou le médulaire ou le 11 bulbaire. Voilà, le 11 bulbaire et le 11 médulaire. On les teste à la fois. Vous apprenez, c'est un peu lourd. Et enfin, j'ai peur de vous poser une question. On ne peut pas faire la différence. On ne peut pas tester le 9 tout seul, ou le 10 tout seul, ou le 11 bulbaire tout seul. On les teste à la fois. Le patient, est-ce que est-ce qu'il y a une dysphagie? Est-ce que les glandes parotides, est-ce qu'il y a une احتقان هنايا وما تخرجش البزاقه مليح؟ On les teste, on les examine à la fois. On recherche le signe du rideau, d'accord? بصح هكا les خاطروا علاش؟ Ils dépendent du même noyau où leurs fonctions se chevauchent. Le vague, la sensibilité, c'est la sensibilité du larynx. Ou le 9, c'est la sensibilité du pharynx. On ne peut pas faire la différence cliniquement. On peut dire l'examen du noyau ambigu. Le noyau ambigu fait le 10, fait le 9, le 10 et le 11. D'accord? Et puis ça me tourne. تحفظوهم. Voilà. تحفظوهم من ثلاثة. نبداو باش نبداو. هاي بلو 9 قلنا عنده une fonction motrice sensitive
sensorielle, sécrétoire. Je vous parle de la fonction motrice, bla 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 bla, même motrice. À quoi tu vois avec celle du 10, à l'innervation du voie du palais. Je fais oublier la motricité du voie du palais. La fonction sensitive, innervation sensitive des amygdales, du nasopharynx et de l'oropharynx. Voilà. شوفوا انتم حفظوا حفيظه واحده اللي سقسيكم عليه ديروا بها. ولا قال لكم بثلاثه vous faites quelques différences parce que les différences sont vraiment pas elles se chevauchent les fonctions. Fonction sensorielle, oui. Il assure la sensibilité gustative du tiers postérieur. Les deux tiers antérieurs, où est la sensibilité تاعهم? Très bien. Dans l'intermédiaire de Risberg. Très bien, excellent. La fonction sécrétoire, il assure l'innervation de la glande parotide. Ou les deux autres, oui? Les huma? Très bien. Son maxillaire sublingual. Qui fait intermédiaire de Risberg. Aïe. Une agueusie. Sensorielle, sécrétoire, agueusie du tiers postérieur, hypoesthésie de l'amygdale du voie du pharynx, une gêne à la déglutition, une abolition unilatérale du réflexe nauséeux. Le réflexe nauséeux, c'est quoi? On prend un abaisse langue, on traite le patient. D'accord? Kamel a un réflexe nauséeux. On peut observer une névralgie du nerf, qui a les mêmes caractéristiques que la névralgie du trijumeau, sauf la topographie bien sûr, de la douleur qui siège au niveau du pharynx et irradie vers l'oreille, qui est déclenchée par la déglutition. La névralgie du nerf, elle mime une angine. D'accord? Tu as une douleur qui est une douleur du pharynx, et il n'y a pas d'angine, mais ça c'est une atteinte du nerf. D'accord? Quand il y a une angine, c'est le nerf qui est responsable de la transmission de la douleur qui est située au niveau du pharynx. D'accord? Les amygdales qui sont gonflées, ils vont réaliser une douleur ou elle est transmise. Les amygdales sont saines. D'accord? La teinte du nerf va donner une douleur qui ressemble à la douleur de l'angine. D'accord? Le 10, c'est un nerf mixte, il possède des fibres sensitives, motrices, végétatives, dont l'étude n'a pas d'intérêt en neurologie. Merci. Fonction sensitive, il assure l'innervation du larynx, qui marque comme on. La fonction motrice, il innerve les muscles striés du pharynx, du larynx, du voile du palais, c'est pas important. La paralysie de l'hémivoile, la voix est sourde et nasonnée, il n'y a qu'un le patient, tout simplement parce que un hémilarynx ou une des deux cordes vocales est paralysée. Donc il va avoir une voix nasale, c'est-à-dire la voix nasale. D'accord? Très bien. La déglutition est perturbée, les liquides reviennent par le nez. C'est très important. Il peut y avoir des fausses routes. Les fausses routes, je peux donner une asphyxie. Une inondation pulmonaire. هذاك الماء اللي يشرب الماء يهبط له في le poumon. Et on aura un pseudo-OAP. La déglutition perturbée, les liquides reviennent par le nez, le voile est asymétrique, la luette est déviée vers le côté sain. Une paralysie unilatérale du larynx se traduit par une voix bitonnante, d'accord? Une paralysie de l'hémipharynx avec un signe du rideau, la paroi postérieure du pharynx dévie du côté sain lorsqu'on fait prononcer la lettre A du malade, au malade. علاش le signe du rideau تعرفوا الريدو اللي مالفين يروحوا le théâtre. Je ne sais même pas il y a le rideau في le théâtre تاعنا. Oui. Le théâtre يكون مغلق هكا لو ريدو ولكن يفتحوا لو ريدو اللي عندهم ريدو في الدار بكري ما عادوش يزيدوا ريدو كاش ريدو. Le rideau comment on fait? On tire تفتح. D'accord? Très bien. Donc qui peut le patient comme qui peut nous voir déjà le patient en recherchant une angine? Qu'est-ce qu'on recherche quand on le Les amygdales. Un enflement des amygdales, zédé, par la tête, zédé. Un érythème, une rougeur, ou là du pub, qui connaît une angine érythémateux pulsation, on retrouve des taches blanchâtres, d'accord? Peut-être qu'on a une angine à fausse membrane, on a des fausses membranes. Où on a là, excellent, la diphtérie. Qui
كي نديرو اف ان اس في لا ديفتيري واش نلقاو باثوغنومونيك ماشي في لا ديفتيري نو 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 اون اوبلي سي با كونكلوش سي اوتر شوز هاي on reprend donc qu'est-ce qui se passe qui le patient il y aura une contraction du muscle pharyngé ou la contraction des muscles pharyngés واش دير تجبد le pharynx باش تحلو pour qu'il y ait une augmentation du diamètre باش يقدر الهواء يجوز وباش نقدروا on produit un son quand je dis qu'est-ce qui est en train de se passer صح les cordes vocales sont en train de vibrer mais aussi le pharynx se contracte وعلاش باش يوسع le diamètre باش يجوز le son d'accord quand j'ai une paralysie de l'hémipharynx à cause d'une atteinte unilatérale تاع le 10 il n'y aura pas de contraction donc il contracte غير من جهه ومن جهه ما يتكونتراكتاش donc من جهه يجي هابط donc j'aurai une déviation du pharynx vers le côté sain pourquoi parce que normalement les deux côtés ils جبدوا le pharynx هكذا يطلعوه يلصقوه في لا باروا d'accord normalement يلصقوه في لا باروا واحد يتجبد واحد ما يتجبدش كيفاش يصير لهم يجبدوا بين زوج vers le côté sain c'est le signe du rideau parce que voilà هاو le rideau normalement يطلع من زوج جوايه ويطلع غير من جهه وهنا الريدو يقعد هكذا c'est clair c'est le signe du rideau très bien le spinal seul le spinal médulaire externe sera envisagé il s'agit d'un nerf exclusivement moteur كيفاش يعطوا le spinal bulbaire او داخل في هذوك ثلاثه اللي فاتوا داخل مع الديس ولا نف في la contraction du pharynx et du larynx il est responsable de la contraction du trapèze et du SCM. Le sternocléidomastoïdien et le trapèze. Le trapèze, déjà, on observe le patient quand il a une épaule à l'autre épaule. Très bien. Maintenant, on le teste comment? On lui demande de réaliser ça et on réalise une contraction. D'accord? On va essayer un abaissement de l'épaule qui est contrarié. D'accord? Je veux le tonus, oui. Je veux le tonus, oui. Un testing, plutôt un testing, tu as les muscles releveurs de l'épaule. On a c'est quel muscle? Trapèze. C'est le muscle trapèze. Très bien. Voilà, je te laisse le mouvement. Oui, très bien. Ou Hagda. Je te laisse Hagda. Non. Hagda, c'est le toit, tu as cassé le sous-épineux. C'est le sous-épineux. Tu as cassé les grands dorsales. Voilà. Alors, même, quatrième. Aïe. On a le trapèze, c'est comme ça. Le sternocléidomastoïdien, c'est quoi le sternocléidomastoïdien? Il est responsable de la flexion de la tête. Les deux sternocléidomastoïdiens. De la mastoïde au sternum et à la clavicule. Sternocléidomastoïde. D'accord. Donc on le teste en réalisant une contraction et en réalisant une rotation contrariée. On peut le donner au diaconique, hop, il donne au joint, d'accord. Il doit y avoir une résistance. Le testing se fait sur 5. Il faut les 5 points du testing. Aucun testing sur 100, aucun sur 5. 5, 0, pas de contraction. 1, contraction sans mouvement. 2, contraction avec mouvement sur apesanteur. 3, possible sans résistance. 4, avec résistance. 5, normal. D'accord? Pas d'accord. Il faut les apprendre. Je fais aucune technique. Le 3, c'est mouvement possible. D'accord? 4, mouvement possible contre résistance. 5, normal. Il donne une forte résistance. D'accord? 3, mouvement normal. 4, contre résistance. 5, là, 3, mouvement possible sans résistance. 3, hagda. 3. 4, possible sans résistance. 5, possible même avec une résistance importante. On a un mouvement normal du muscle, du membre. Donc, on a le 5. Possible contre une forte résistance ou la normale, 4 possible contre une résistance, 3 possible sans résistance mais avec pesanteur, 2 possible seulement avec apesanteur, 1 présence de mouvement, présence de contraction sans mouvement ou 0 pas de contraction. Pas de contraction, contraction sans mouvement, mouvement sans pesanteur, ou là on a pesanteur, mouvement avec pesanteur,
Très bien. Sans résistance. Avec résistance normale. عاوديهم. هيا. Zéro, pas de contraction, 1, contraction, le sens de la pesanteur, 3, le contre la pesanteur, normal, 4, Contre résistance. une résistance, 5 motricité normale. سهل. هذا ما vous les lisez. C'est bon, on a la flexion ou la rotation qu'on travaille. D'accord. Le grand hypoglosse. Le grand hypoglosse est aussi un nerf purement moteur destiné à la langue. Une atteinte unilatérale du 12 entraîne une paralysie de l'hémilangue avec atrophie. Lorsqu'on l'hémilangue a un aspect MNC, donc il y a une atrophie à la langue. Ou alors une atrophie parce que tout muscle. Oui, parce que tout muscle qui ne travaille pas est atrophié. Lorsqu'on demande au malade de tirer la langue, elle est déviée vers le côté paralysé. En effet, le génioglosse du côté sain n'est plus équilibré par son symétrie. Qui peut m'expliquer cette phrase? Haya, qu'est-ce qu'on est en train d'aborder? On est en train d'aborder le grand hypoglosse. L'hypoglosse, c'est un nerf qui est moteur. Il est responsable de la motricité de la langue. C'est le grand. On va voir. Vous allez me dire. Chaque muscle de la langue a 17 muscles, 17 muscles. Un muscle impair et 8 muscles pairs. D'accord? Quand il y a une anomalie au niveau de l'hypoglosse, il n'y aura plus de contraction de la langue. 2 hypoglosses, chacun comprend une hémilangue. Donc j'aurai une atrophie de l'hémilangue. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contracte pas. Quand elle ne se contracte pas, elle s'atrophie. D'accord? J'aurai une langue qui est atrophiée. Et je peux avoir des trémulations, oui, au niveau de cette langue. Le génioglosse de la langue, il est impair. Non. Sont symétriques. Très bien. Lorsqu'on demande au patient de tirer la langue, le patient, la langue sera déviée. Elle sera déviée vers le côté paralysé. Pourquoi? Qui fait qu'ils sont croisés? du coup, de côté gauche, il dévie la langue vers le côté droit et le muscle. Très bien. C'est ça, oui. Parce que les génioglosse ils se croisent. Ils disent maintenant, donc le génioglosse droit, il oriente vers la gauche. Ou le gauche vers le droit. Donc, quand il se contracte, j'ai un muscle qui fait ça et un muscle qui fait ça, la langue, ils la font sortir. Si j'ai une paralysie du gauche et du droit, il se contracte. Il va être le côté paralysé. Donc, la langue est déviée vers le côté paralysé. D'accord? Très bien. On continue, on termine avec les paires crâniennes, on va voir la motricité. L'étude de la motricité comprend l'étude de la force musculaire et du tonus musculaire. C'est bien. Le problème, c'est que je connais le bab. Et je connais le bab. On fait une pause pour que nous